Bienvenue à Croix, à côté de Roubaix, où nous allons aller à la découverte d'une des œuvres les plus emblématiques des Hauts-de-France, qui a connu un destin d'exception. Ah, bonjour à tous, je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour vous faire découvrir l'un des joyaux de l'architecture d'avant-garde des Hauts-de-France, la Villa Cavrois. Vous allez découvrir comment des passionnés se sont mobilisés pour sauvegarder, restaurer, redonner vie à l'un des patrimoines les plus prestigieux de notre région. Alors rencontre avec nos héros du patrimoine. Je dirais même plus, rencontre avec nos super-héros du patrimoine. Eh oui, ils ont des pouvoirs. Vous allez découvrir que les actions positives de sauvegarde du patrimoine dans les Hauts-de-France se sont multipliées. De Béthune à Malo-les-Bains, en passant par Compiègne, d'autres héros de notre patrimoine vont nous ouvrir leur cœur. La Villa Cavrois a été conçue entre 1929 et 1932 par l'architecte Robert Mallet-Stevens. Vous allez voir qu'à travers l'histoire de cette villa, c'est l'histoire industrielle du début du XXe siècle de Roubaix-Tourcoing qui se raconte. Camille? Ah, Laura. Comment ça va? Ça va bien, Bonjour merci. Laura. Merci de me recevoir, pas chez vous, mais vous la connaissez comme votre poche, cette villa. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Et oui, je la connais presque par cœur, effectivement. Ouais. On fait un tour à l'intérieur? Eh bien, c'est parti, on y va avec plaisir. Et je t'invite à découvrir la grande salle de réception de cette famille. Ah ouais, donc là, c'est la salle de réception, c'est là où ils recevaient les convives. Exactement. Là où ils font la teuf un peu, qu'on peut dire. Eh bien, c'est un peu ça. Les 31 décembre en famille, c'était ici. Et quand on avait des invités prestigieux, eh ben, c'est ici également qu'on les recevait pour boire l'apéritif, par exemple. Moi, la chose qui me frappe, c'est le design. Effectivement, c'est avant-gardiste. Tout à fait. Alors, Mallet-Stevens fait partie de ces grands architectes décorateurs avant-gardistes, donc c'est un architecte moderniste. Et donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, donc dans les années 30, quand on voit arriver la Villa Cavrois, il va y avoir une sorte de choc esthétique en réalité. Un choc esthétique, comment les gens ils ont pris ça Eh bien, plus ou moins bien, puisque certains vont aller jusqu'à parler de folie cavrois. On va traiter les cavrois de fous. Qu'est-ce qui leur arrive? On se moquait un peu d'eux. On se moquait un petit peu d'eux, oui, parce qu'on se demandait bien ce que venait faire déjà cette villa de briques jaunes qui vient vraiment s'implanter là comme un ovni au milieu de la campagne. Donc là, déjà, c'était un premier choc esthétique. Alors, architecte de renom de son époque, mais il travaillait dans le cinéma, il faisait beaucoup de décors de cinéma. Est-ce que ça l'a aidé ou inspiré d'ailleurs pour concevoir cette villa? Effectivement, non seulement il a fait l'architecture, donc la forme globale, mais il a également fait tous les décors intérieurs et il a designé quasiment tout le mobilier intérieur. Donc là, aujourd'hui, on se trouve dans une œuvre d'art totale. On va jusque-là. Et comment réagissent les gens? Ils sont émerveillés par l'histoire, l'anachronisme un peu entre le design de Mallet-Stevens. Comment ils réagissent? Alors souvent, le charme opère très vite, puisque dès qu'on entre ici, et je pense que vous l'avez vu, voilà, on est impressionné par les volumes. On est tout de suite dans la démesure, à tel point qu'on parle aussi plus de villa, mais de château. Château Cavrois, le château moderne. Et donc, voilà, de pièce en pièce, on emmène toutes ces personnes dans cette histoire, et souvent, le public est conquis. Ouais. Eh bien Laura, merci beaucoup. Eh bien pour moi, vous êtes un héros du patrimoine ou une héroïne du patrimoine. Merci. Voilà. Maintenant, nous allons aller à Béthune, à la rencontre de Claude Jouet, autodidacte de talent et amoureux des traditions. Il nous ouvre les portes de son atelier de tailleur de pierre, dans lequel il a restauré de véritables pépites de notre patrimoine. Je me suis mis dans la taille de pierre sans vraiment savoir ce que c'était. Et j'ai persévéré, et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai appris à tailler la pierre. J'étais maître tailleur de pierre plus tard. Que ce soit la pierre tendre, la pierre dure, le granit, le marbre, ce sont des matériaux qui sont nobles. Vous avez différents matériaux, plus ou moins durs. Comme ici, vous avez des éléments de pierre en blanche, que vous avez une pierre demi-dure. La pierre bleue que vous avez sur le côté ici, c'est de la pierre de Soigny. C'est une pierre marbrière qu'elle peut être polie, qui rend un rendu très marbré, très beau. Une pierre très très dure. Il faut donner beaucoup plus de coups pour faire un éclat, ça c'est sûr. Et vous avez aussi le granit qui se travaille aussi, bon, pour les monuments et funéraires, mais pas pour que ça aussi. Que ce soit une pierre dure ou tendre, c'est pareil. C'est la matière qui parle avec vous, quoi.
Moi, je peux travailler toute une nuit à travailler le caillou, quoi, c'est vrai. La taille de pierre, c'est travailler sur des lignes droites, tandis que la sculpture, c'est beaucoup de courbes. Ça travaille beaucoup plus fin pour essayer d'harmoniser les cheveux. La taille de pierre, c'est un travail pour les monuments, tout ce qui est rectiligne, tout ça, les cathédrales, tout ça, tandis que la sculpture, c'est de l'ornement. La chapelle d'Hossegor, c'était un édifice gothique qui tombait en ruine, hein, qui avait plus de toiture, tout ça, c'est avec du lierre partout. Une chapelle, en l'occurrence, je me suis dit, on ne peut pas laisser tomber ça, c'est vrai, c'est désastreux. Alors, les travaux ont commencé en mai 2013, et puis j'aurais aimé finir cette année, mais je ne crois pas. Tout s'est fait à la force des bras. Hein. Même la taille de pierre ne s'est jamais fait à l'électricité. Donc 4 ans de travail de bénévolat. Bon, c'est vrai que ça surprend, mais quand on aime, on compte pas. Hein. Alors le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait les compagnons, de ne pas avoir fait le Tour de France. Ce n'est qu'un regret, quoi. Depuis 1932, la Villa Cavrois a connu un destin bien mouvementé. Vouée à la démolition dans les années 80, elle fut sauvée grâce au courage de quelques héros du patrimoine qui ont réussi à sensibiliser les pouvoirs publics. Ah non, ils sont trop beaux ces escaliers. La Villa Cavrois a été classée monument historique en 1990 grâce à la mobilisation citoyenne d'habitants des Hauts-de-France. Bien les gars, bien! La villa présente 2 façades aux dimensions imposantes. La façade nord évoque la silhouette d'un paquebot. Au sud, la façade côté jardin fonctionne comme un rideau de scène de théâtre. Alors en piste pour découvrir la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu pour sauvegarder ce château moderne. Bien messieurs, enchanté et bravo. Bravo à vous pour ce combat que vous avez mené. C'est quand on voit la villa comme elle est belle, comme elle respire, comme elle est vivante, c'est en partie grâce à vous, ou même je dirais c'est grâce à vous et grâce à l'association. Aujourd'hui, l'association s'appelle l'Association des Amis de la Villa Cavrois, depuis l'ouverture de la villa au public en 2015. Mais en fait, initialement, on a été créé en 1990 et on s'appelait l'Association de sauvegarde de la Villa Cavrois. Elle a été vendue quand, cette villa, par la famille? En 87, 87. Après le décès de Madame Cavrois, en 86. Entre 1990 et 2000, elle subit donc le vandalisme, le pillage, le vol. En même temps, ne sont pas entretenues les terrasses. Donc là, nous sommes au sud de la villa. Ça fonctionne comme un rideau de scène de théâtre, c'est ça? Oui, on peut dire que Malès Stevens a voulu certainement mettre en scène cette maison, puisque d'abord, elle est située tout au sommet de la colline, dite colline de Beaumont, et qu'elle est décalée par rapport au niveau du jardin. Donc quand on se met tout au bout donc, du plan d'eau, on voit cette façade, et c'est comme effectivement une mise en scène théâtrale. Cette brique jaune lui donne une luminosité extraordinaire et qui frappe tout le monde lorsqu'il la voit pour la première fois. Les joints horizontaux ont été soulignés en noir, les joints verticaux sont dans la couleur de la brique, de façon à avoir cette accentuation de l'horizontalité que le bâtiment a en général. Qui hérite de la maison et qu'en font les héritiers? Dès 87-88, la villa est cédée par les héritiers, par les enfants, donc à une société immobilière. Voilà. Et le projet de la société civile immobilière était de lotir le parc, d'y construire des petits immeubles, de 3-4 étages, 4 ou 5 plots, et forcément le permis de construire n'a jamais été accordé. La mairie a refusé donc la construction de ces petits immeubles, et à partir de là, la maison a été laissée à l'abandon par son propriétaire. Elle a été classée monument historique contre l'avis du propriétaire, c'est-à-dire contre la société immobilière, en 1990. D'accord. L'État avait déjà conscience, le ministère de la Culture avait déjà conscience de la valeur patrimoniale, architecturale de cette maison. Si à l'époque, dans les années 90, on avait dit que la villa allait recevoir 100 000 visiteurs par an, on nous aurait pris pour des fous. Mais finalement, avec le recul, on y est et on a eu quand même raison de persévérer. Ouais. Écoutez, messieurs, merci. Merci de l'avoir sauvé. Et quand on sauve des vies comme ça, quand on sauve la vie d'une villa, on est un héros. Vous êtes des super-héros du patrimoine. Les patrimoines mènent. Alors, est-ce que vous connaissez le non-lieu?
Tout à fait, en fait, c'est l'association qui anime l'usine de M. Cavrois, l'une des usines. L'une des usines de Paul Cavrois, qui était donc un industriel du textile roubaisien qui, à l'époque, fournissait le monde entier en tissu donc, pour les vêtements. Parce que nous nous sommes rendus au non-lieu où vous allez découvrir des passionnés qui ont transformé l'ancienne usine textile Cavrois-Mayeux de Roubaix en lieu d'échange et de mémoire. Je suis arrivé dans les années 80 comme jeune professeur dans le Nord. N'étant pas originaire du Nord, je ne comprenais absolument pas ce qui s'était passé dans cette région. J'ai pris conscience que cette aventure industrielle du Nord était une aventure qui méritait d'être écrite comme une page d'histoire, ce qui n'était pas le cas. Dans cette période-là, on avait une sensation que ce passé partait en lambeaux, disparaissait complètement et qu'il n'allait rester aucune trace. Les jeunes ici appellent les cheminées des tours. Ils croient que c'est des châteaux avec des tours, mais ce n'est pas des tours, c'est des cheminées. Ça fumait. Ce site industriel allait sacrifier un morceau de l'usine qui devait être converti en parking. Un des moyens que j'ai trouvé pour valoriser ce patrimoine, c'était d'organiser des manifestations culturelles, notamment artistiques, dans des lieux qui étaient délaissés par l'économie de ce qu'on peut appeler des friches à l'époque. On a donné l'occasion, avec des groupes d'escalade, de faire grimper les gens de la ville en haut de la cheminée. Et je garde un souvenir ému, notamment de Marcel, une dame qui tenait un café en bas de l'usine. Et cette dame voulait voir son café depuis la cheminée qu'elle voyait d'en bas. Donc elle est venue ici pour grimper, mais elle était en jogging blanc. Elle a grimpé en haut de la cheminée. Et puis, elle a vu son café d'en haut, elle est redescendue, son jogging était tout aussi blanc, elle était ravie, et ravie aussi d'avoir été accueillie en haut dans les bras d'un alpiniste. Nous quittons Roubaix pour revenir à Croix, où la famille Cavrois aimait se réunir dans la salle à manger des parents, avec leurs 7 enfants, pour partager des repas dans un cadre de vie exceptionnel. Miroir, oh mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. C'est pas toi, Camini. Il a répondu là. Monsieur Malestévens? Monsieur Cavrois? Bon. Acquise en 2001 par l'État, la Villa Cavrois a dû faire face à un gigantesque chantier de restauration en 2003, mis en œuvre par la DRAC Nord-Pas-de-Calais, puis repris ensuite en 2008 par le CMN, Centre des Monuments Nationaux. Ce chantier a été achevé en 2015. Je vais rencontrer l'une des principales actrices de cette mise en œuvre, confiée au cabinet Goutal. Ah, bonjour Béatrice. Bonjour. Alors Béatrice, vous avez participé à la restauration de cette villa. Vous qui êtes architecte depuis longtemps, est-ce que c'est un chantier différent des autres? C'est un chantier particulier dans la mesure où l'œuvre de Malestévens, en fait cette villa, est une œuvre totale avec sa maison et son jardin. Robert Malestévens a conçu vraiment tous les objets, du plus petit jusqu'au jardin. Eh bien moi, Béatrice, j'ai hâte de vous rencontrer. Béatrice? 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 Ah ben voilà, je vous ai cherché partout. En fait, vous voulez me retrouver, que je vous trouve dans la salle de bain pour me parler de la salle de bain, c'est ça? Oui, c'est un espace très important, la salle de bain. Sur ce chantier, il fallait respecter, retrouver l'authenticité, même refaire les pièces à l'identique. Comment vous avez procédé, par exemple, ici dans la salle de bain? Ben, on a eu le même souci que pour les autres pièces. Et cette pièce est vraiment fidèle à la pièce d'origine. C'est là, en pourcentage, on est à 100%. Oui, on est à 100%. Il y restait des marbres blancs, donc on a cherché le même marbre. Il restait une partie du dallage du côté en fait, de la baignoire. On a eu le souci du détail jusqu'au motif de la moquette, et les petits boutons de robinet. Et donc la moquette, oui, on a l'impression que c'est simplement des petits pois, mais en fait quand on se penche, c'est un motif de ligne et qui se lie dans les deux sens, perpendiculairement. Donc vous n'avez vraiment rien laissé au hasard, on est vraiment dans la villa Cavrois authentique à l'identique. Authentique. Moi j'aimerais en savoir plus sur les marbres verts de la salle à manger. On fait ça? On fait ça. Allez. Bon,
nous sommes dans l'escalier d'honneur, avec ces grandes ouvertures qui donnent sur le jardin. Et bien voilà, après la salle de bain, nous voilà de retour dans la salle à manger. Alors ici, dans cette pièce, on parle de polychromie. Donc c'est plusieurs couleurs. Est-ce qu'il y a un lien entre la polychromie et le choix des matières? J'imagine que oui. Je parlerai de polychromie de manière globale. Dans toute la villa, on peut parler de polychromie et poly, donc plusieurs. On a pris le soin justement de rechercher les couleurs parce que tous les clichés de l'époque sont en noir et blanc. Et donc on connaît Robert Mallet-Stevens par défaut en noir et blanc, on pense que c'est en noir et blanc, et en fait pas du tout. Il y a une multiplicité de couleurs, et on a eu l'agréable surprise de le découvrir au fur et à mesure des sondages de polychromie. Alors là, je vois, il y a beaucoup de vert sur ce marbre. Il y a le jardin qui est juste ici, le miroir qui renvoie le jardin dans le miroir. J'imagine que tout ça, c'est volontaire. Il y a sans doute, oui, la volonté que le jardin vienne à l'intérieur et réciproquement. Merci Béatrice, merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Malo-les-Bains est connu pour ses bijoux d'architecture d'art nouveau, tout en courbe et en arabesque. Bernard Verboen, architecte de la ville de Dunkerque, nous invite à découvrir l'un des patrimoines les plus préservés de la Côte d'Opale. Bonjour et bienvenue à Dunkerque sur la digue de Malo-les-Bains, sous le soleil, comme d'habitude. Et je voulais commencer cette petite visite architecturale par la superbe villa Covadis, qui est un monument historique inscrit, qui est délibérément Art Nouveau, avec ses arrondis. Bon, l'Art Nouveau, une période fin 1800, début 1900, qui s'inspire de décorations florales. On est sur une portion de digue qui est, j'allais dire, historique, puisque Gaspard Malo, lui, si vous voulez, il achète les dunes jusqu'à Rosendal pour faire pousser de la luzerne. C'est un industriel dunkerquois, son projet ne fonctionne pas. Il a des amis parisiens qui lui disent « mais on est en pleine époque de la montée en puissance des bains de mer ». Il lui dit « mais fais une station balnéaire ». Nous voici arrivés donc sur la rue du Maréchal Foch. On a une maison que je qualifierais d'art nouveau tardif par rapport à celle qu'on a vue sur la digue, qui est où on a des éléments en bois. Là, on va retrouver de la maçonnerie, du métal. On retrouve toujours ces formes qui sont des formes d'inspiration florale, où on va retrouver un peu de dissymétrie. L'Art Nouveau s'inspire de la nature, et dans la nature, il n'y a pas de symétrie parfaite. L'Art Nouveau, il démarre en Angleterre en 1850, même un petit peu avant. L'Art déco, lui, va naître tout doucement au début des années 1900 pour prendre sa pleine ampleur aux alentours des années 1920-25. À Rosendal, donc qui est juste à côté, il y a un quartier qui est le quartier excentrique, qui a été fabriqué par un entrepreneur qui s'appelle François Reinhardt, entre 1925 et 1935, qui est, lui, clairement art déco. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on ne s'ennuie jamais. Parce que même moi, je trouve encore des choses sur les façades, en levant le nez, des petits détails que je n'avais pas vus. Les maisons, elles racontent des choses. Elles racontent des histoires, les formes racontent des histoires. Voilà pourquoi j'ai eu envie de devenir archi. Voilà. Les toits de terrasse m'offrent une vue imprenable sur le miroir d'eau du parc. D'une longueur de 72 mètres, il fut recouvert par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est symétrique, briques jaunes, ligne horizontale. Ça me donne envie de défiler. La Villa Cavrois a un immense succès de fréquentation depuis son ouverture. Mais au-delà des visites, d'autres héros du patrimoine œuvrent au quotidien pour la faire vivre à travers divers événements. Alors rencontre avec ces héros de l'ombre qui créent la vie quotidienne de ce lieu d'exception. Alexandre ? Bonjour Alexandre. Bonjour, bienvenue. Écoutez, merci. Vous êtes chargé de mission ici à la Villa Cavrois. Qu'est-ce que ça veut dire être chargé de mission à la Villa Cavrois? On s'occupe de plusieurs missions, du coup. Moi, je m'occupe des finances, de la RH, la communication et puis l'organisation des événements, en fait. Alors, des événements, quel type d'événements? Des concerts, des spectacles? Des spectacles, des concerts, puis des expositions aussi, expositions de photos actuellement. On peut dire que vous faites vivre l'endroit.
Il faut faire vivre l'endroit. Le patrimoine, c'est pas un truc qu'on garde dans du formol. C'est quelque chose qu'il faut faire vivre. Il faut faire venir le public, faire revenir le public qui a envie de découvrir des choses différentes dans un endroit qui vit, tout simplement. Il faut faire plus que le regarder, en fait. Il faut faire plus que le regarder, je pense qu'il faut le ressentir. Et du coup, la musique, les spectacles, l'art vivant, c'est une façon de faire ressentir le lieu différemment pour le public. Pour faire vivre un endroit comme celui-ci, vous êtes combien? Il y a combien d'Alexandre? Alors en fait, on est une vingtaine à travailler sur le site. Mais en fait, pour faire vivre un lieu comme ça, il y a beaucoup plus de monde parce qu'il y a les partenaires. En fait, il y a énormément de gens dans la région qui ont envie de faire vivre le lieu, qui ont envie de faire vivre les lieux du patrimoine dans la métropole, en fait. Et c'est toutes ces petites volontés, toutes ces petites passions qui, mises ensemble, créent justement la vie. Et puis, on fait également, parfois, sur la terrasse, des séances, mais je te réserve une surprise. Si tu veux, on peut aller voir. Ah bah écoute, je vous suis, hein. Donc sur l'inspiration, tout doucement, vous allez lever les bras long des oreilles et vous mettre sur la pointe des pieds. Sur l'inspiration. Comme je te le disais, on organise pas mal d'activités à la Villa Cavrois. Et là, tu vas pouvoir voir dans la salle de jeu historique des enfants, il y a un cours de yoga en fait. Une dernière fois. Je vais prendre un cours de yoga On va se grâce à mettre vous. de l'autre côté, donc on ramène à nouveau les bras long des oreilles, on se redresse. Et sur l'expiration, on ouvre le buste sur le côté, bras vers l'arrière, en ouvrant les bras en croix. Je sur prends le cours en l'inspiration, cours. on revient, on passe. Jambes fléchies, sur l'expiration, on ramène les bras le long du corps. Impeccable. J'arrive au bon moment pour vous saluer. Bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour Camille. Alors comment on dit à un prof de yoga? On dit maître yogi? On dit professeur de yoga. On dit professeur de yoga, c'est beaucoup plus simple. Oui. Et alors comment on se retrouve à donner des cours de yoga ici à la Villa Cavrois? J'ai eu l'occasion de rencontrer Alexandre lors d'une soirée ici à la Villa. Et en discutant avec lui, je lui ai dit que j'étais aussi professeur de yoga dans la vie et que j'avais un rêve. C'était celui de faire un cours de yoga ici à la Villa. Et il m'a regardé, il m'a dit moi aussi, c'est mon rêve. Alors moi, j'ai bien envie d'apprendre le yoga, mais je suis vraiment débutant, donc il faut y aller mollo. Hein. S'il y a des étirements, des pieds derrière la tête, je ne suis pas capable de le faire. Pas de problème, je suis là pour ça. Et si tu veux, on va te changer, puis on va prendre un tapis et on va y aller. Mais avant mon cours de yoga, nous allons aller à Compiègne, à la rencontre de Jean-Pierre Fontaine, qui a de l'or dans les doigts. Alors, je m'appelle Jean-Pierre Fontaine, je suis installé depuis 1989 artisan d'Horreur-sur-Bois, après un apprentissage de 8 ans sur Paris. Voilà une des pièces majeures que j'ai restaurées, un retable de la première partie du XVIIe siècle. C'est un travail qui m'a pris environ 3 ans. Et il a fallu aussi en même temps s'imprégner de l'objet pour pouvoir travailler dessus correctement et récupérer sa dorure initiale. Je suis arrivé par hasard dans ce métier. J'ai toujours été sensibilisé par l'art et les objets d'art. Ça a été vraiment une très belle découverte pour moi. J'ai un ami qui m'a interpellé en me disant que j'avais un vrai métier dans les mains. Chose que je ne m'étais jamais vraiment rendu compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent devant leur bureau, dans les papiers. Là, c'est vraiment un métier manuel. On dit parfois que le cadre est plus beau que l'œuvre elle-même. Ça, c'est parce que ce sont des personnalités qui ont peint, et puis les encadrements ont été sculptés dans des ateliers royaux, et c'est prestigieux. Ça, c'est un carnet de feuilles d'or, ce qu'on appelle de l'or demi-jaune, 22 carats et demi. C'est l'or qu'on utilise le plus fréquemment pour la restauration d'objets en bois doré. On fantasme beaucoup sur l'or, mais pour moi, c'est un matériau complètement quotidien. D'ailleurs, on n'arrête pas de me demander ces dernières années, l'or doit coûter cher. Non, c'est un matériau transformé, destiné au travail, et pour le coup, les feuilles d'or n'ont pas eu une augmentation aussi importante qu'on peut le penser. Je pense de plus en plus à la transmission. Ce serait plutôt retransmettre aussi mon atelier et mes clients, en plus de mon savoir-faire. Le plaisir du doreur, c'est déjà d'aller chercher l'objet dans les musées. Des fois, on rentre dans les réserves. Ça, c'est un privilège. On va aussi rentrer dans un beau château. On va côtoyer le châtelain qui va nous raconter un peu son histoire personnelle en décrochant l'encadrement et nous disant que c'est le portrait d'un tel et d'un tel. Voilà, son histoire.
Ah, mais qu'est-ce qu'on est zen ici pendant le cours de yoga à la Villa Cavrois. Eh bien, merci d'avoir suivi ce programme. Vous pouvez le voir en replay sur notre site france3.fr. Merci à tous. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur France 3. C'est comme ça qu'on fait, hein? Dites-moi les filles derrière, vous êtes encore sur une jambe? Ça fait du bien. Impressionnant.